Plongés dans l'histoire poignante de 4 jeunes soldats entraînés par le tumulte de la Première Guerre mondiale. Malgré leur courage initial, ils affrontent les horreurs des tranchées et luttent désespérément pour garder espoir. Ce film a été couronné de nombreux Oscars et s'élève parmi les chefs-d'œuvre cinématographiques de ces dernières années. La scène d'ouverture décrit un événement historique de la Première Guerre mondiale se passant en 1917, mettant particulièrement l'accent sur le conflit entre l'Allemagne et la France. Malheureusement, nous apprenons que de nombreux jeunes soldats ont déjà perdu la vie. Avant de placer les soldats allemands décédés dans des cercueils, leurs uniformes sont retirés et envoyés pour être lavés. Ensuite, les uniformes sont utilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements qui seront portés par le prochain groupe de soldats. 3 ans se sont écoulés depuis le début de la guerre et nous avons rencontré un garçon de 17 ans, Paul Baumer, qui, avec ses camarades d'école, Albert Kropp, Franz Müller et Ludwig Behm, s'est enrôlé dans l'armée impériale allemande. On découvre que la mère de Paul lui a interdit de rejoindre l'armée, mais Franz le convainc de falsifier sa signature sur sa lettre d'approbation. Un jour, le groupe écoute un discours patriotique prononcé par un responsable de l'école, après quoi ils reçoivent leurs uniformes, ignorant qu'ils ont appartenu aux soldats tombés au combat lors d'une bataille précédente. Oubliant les dures réalités et la cruauté du champ de bataille, ces jeunes garçons sont motivés à partir à la guerre pour être perçus comme des gens bien aux yeux du public. Le lendemain, les garçons sont déployés dans le nord de la France, près de la Malmaison. Après leur arrivée au camp de base, un médecin leur bloque la route et demande aux soldats de quitter leur véhicule afin de transporter les camarades blessés à l'hôpital. De là, ils se dirigent tous vers le champ de bataille à pied. Après une longue marche, ils atteignent leur cachette où ils rencontrent d'autres soldats et un vice-commandant nommé Stanislas Katczynski. Lors de leur première nuit dans les tranchées, Paul et Albert sont chargés de monter la garde. Peu de temps après, ils entendent des pas et deviennent alertes. Paul prépare donc son arme et scanne la zone à la recherche de tout signe de mouvement. En repérant quelque chose qui ne va pas, il ouvre le feu instinctivement, révélant par inadvertance leur position. En réponse, l'ennemi riposte et tire sur la tête de Paul. Mais heureusement, son casque le protège de la balle. La seconde suivante, les ennemis lancent une attaque brutale, forçant tous les soldats allemands à se réfugier dans un bunker. Alors que l'assaut s'intensifie, Paul et ses amis sont contraints de se cacher car ils ne disposent pas d'armes avancées pour contrer l'ennemi. La perception idéalisée que les garçons ont de la guerre s'effrite alors qu'ils font face à des réalités sombres. Malheureusement, en raison des bombardements continus, le bunker s'effondre, piégeant et tuant certains soldats sous les décombres. Dans la matinée, Paul, toujours enseveli sous les décombres, est secouru par Albert et les autres soldats. Accablé et traumatisé, Paul prend un moment pour se reposer. C'est à ce moment-là que Stanislas, un leader compatissant, contrairement aux autres, offre un morceau de pain à Paul et lui fait part des horreurs de la guerre. Peu de temps après, Paul est chargé de récupérer les identifications cachées au cou des soldats décédés. Ce faisant, il tombe sur le corps sans vie de son ami Ludwig, ce qui le fait pleurer. Paul prend un moment pour faire son deuil et pleurer la perte de son ami avant de poursuivre sa tâche. La scène passe ensuite à 18 mois plus tard où nous assistons à une rencontre entre un secrétaire d'État allemand du nom de Matthias Erzberger et le haut commandement allemand. Erzberger, lassé des pertes croissantes, tente de convaincre le haut commandement d'engager des négociations d'armistice avec les puissances alliées. De retour sur le champ de bataille, Paul semble s'être habitué à la dure réalité de la guerre. Un jour, alors qu'il se promène avec Stanislas, il tombe sur une petite ferme près de la forêt. Désireux de manger quelque chose de savoureux après une longue période, il prévoit de voler le bétail de la ferme. Stanislas entre dans les locaux tandis que Paul surveille l'extérieur. Après avoir réussi à voler un animal, il s'enfuit rapidement. Ils retournent ensuite à la base et font cuire la nourriture volée. Albert, Franz et un autre soldat du nom de Jaden se joignent à eux et savourent un délicieux repas. Au milieu de cela, ils plaisantent et rient, créant une atmosphère joyeuse et oubliant l'amère réalité de la guerre pendant un court moment. Le lendemain matin, alors que les soldats préparent leur petit déjeuner, ils aperçoivent 3 femmes qui passent. Ayant été privés de compagnie féminine pendant longtemps, ils sont captivés par leur présence. Franz va même plus loin et s'adresse aux femmes pour leur proposer de les raccompagner chez elles. Plus tard dans la soirée, les soldats reçoivent des lettres de leur famille. Comme Stanislas est analphabète, il demande à Paul de lire une lettre de sa femme. La lettre décrit à quel point Stanislas lui manque et son désir qu'ils visitent ensemble la tombe de leur fils. Après avoir entendu cela, Stanislas dit qu'il se sent comme un perdant car son fils a été malade pendant une longue période avant de décéder, mais qu'il n'a pas pu lui rendre visite, ne serait-ce qu'une seule fois. En outre, il craint de ne pas pouvoir se réinsérer dans une société en temps de paix. Selon Stanislas, les promesses du gouvernement concernant des salaires élevés à la fin de la guerre étaient un piège, car en réalité, le montant des salaires n'a aucune valeur si l'on tient compte de l'incertitude quant à leur survie jusqu'à la fin de la guerre. Le soir même, Franz retourne auprès de ses camarades soldats et raconte son expérience avec les femmes. Il apporte un mouchoir ayant appartenu à l'une d'entre elles en souvenir et l'offre à Paul pour qu'il puisse sentir le parfum d'une femme. Le lendemain, Paul, Albert, Franz, Stanislas et Jaden sont chargés de localiser les corps de 60 soldats tombés lors de la récente attaque en France près d'une voie ferrée abandonnée.
Pendant leurs recherches, Stanislas détecte une trace persistante de gaz toxique utilisé par les Français récemment. Soupçonnant que les soldats se sont réfugiés dans la région, le groupe entre dans un entrepôt voisin. Il fouille soigneusement la zone et découvre finalement une pièce contenant des corps sans vie de 60 soldats. En voyant ce spectacle horrible, Stanislas explique que les soldats ont dû succomber à une dose excessive de gaz toxique, probablement en raison du retrait prématuré de leur masque à gaz. En parallèle, Erzberger et d'autres hauts responsables allemands montent à bord d'un train pour la forêt de Compiègne et des négociations de cessez-le-feu. Cependant, un général du nom de Friedrich s'oppose à l'idée de négociation d'armistice, estimant que les Français chercheront à obtenir des conditions abusives. Il espère toujours que l'Allemagne pourra gagner la guerre malgré leur manque d'équipement de pointe. En conséquence, le général Friedrich demande à ses hommes de se préparer à une attaque avant l'arrivée des renforts français. Cette nuit-là, Erzberger et les commandants allemands arrivent à la forêt de Compiègne, tandis que le régiment de Paul est envoyé sur les lignes de front pour préparer un assaut contre les Français. Le lendemain matin, les commandants allemands, conduits par Erzberger, rencontrent leurs homologues français et demandent un cessez-le-feu, soulignant les pertes importantes de soldats allemands dans le conflit. Le commandant suprême des forces alliées français présente un contrat de négociation accordant aux Allemands 72 heures pour accepter les conditions non négociables imposées par les Alliés. Cependant, jusqu'à ce que le traité soit signé, la guerre se poursuivra sans relâche. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, les soldats allemands lancent leur attaque et se livrent à de violents combats rapprochés pour sécuriser la ligne de front française. Cependant, leur progression est de courte durée car ils font face à une contre-attaque jointe au cours de laquelle les Français utilisent des chars pour neutraliser les défenses allemandes. Malgré leur tentative de riposte contre les chars, les balles des soldats allemands ont un effet minime, ce qui les rend vulnérables alors que les chars écrasent sans relâche leur position. De plus, les soldats français utilisent des lance-flammes avancées pour incendier leurs ennemis et le pauvre Albert devient l'une des victimes des flammes. Paul, témoin de ce spectacle horrible, éprouve une vague de panique mais parvient à continuer de se replier dans leurs tranchées. Une fois sur place, le commandant ordonne immédiatement à Paul de rassembler le plus de munitions possible et de se retirer. Sans avoir le temps de réfléchir, Paul fait ce qu'on lui demande à la hâte et commence à courir pour se mettre en sécurité, mais malheureusement en cours de route, il tombe dans un cratère dangereux du No Man's Land. Maintenant que ses ennemis approchent, il agit rapidement et fait semblant d'être mort. Mais à sa grande consternation, il remarque un soldat français debout derrière lui, prêt à tirer. Il semble que Paul va connaître sa fin, mais à ce moment-là, un camarade à lui arrive sur les lieux et tire sur le soldat français, le faisant tomber dans le même cratère. Saisissant cette opportunité, Paul prend son couteau et poignarde à plusieurs reprises le soldat. Alors que Paul le regarde mourir lentement, il est accablé par la culpabilité. Il demande donc pardon au corps sans vie. Alors qu'il fouille les affaires du soldat français, Paul découvre une photographie de la famille du soldat qui ne fait qu'accroître sa culpabilité, alors il se met à pleurer. Dans le train des négociations, les députés allemands passent en revue les termes des négociations, ce qui semble accabler l'Allemagne. C'est pourquoi un haut fonctionnaire s'y oppose en affirmant que la signature de l'accord serait considérée comme une capitulation. Il préférerait perdre la guerre avec honneur. Cependant, Erzberger soutient que la décision ne doit pas être basée uniquement sur la victoire ou la défaite, mais sur les milliers de jeunes soldats allemands qui mènent désespérément une guerre impossible à gagner. Quelques heures après avoir envoyé des copies de l'accord aux officiers supérieurs, Erzberger reçoit des instructions du maréchal les enjoignant d'accepter les conditions alliées. Les commandants des deux pays se rencontrent ensuite pour poursuivre les négociations. Erzberger assure aux dirigeants français que leur gouvernement fera tout son possible pour remplir les conditions de la France. Avec les deux autres délégués allemands, ils signent un accord d'armistice qui doit entrer en vigueur à 11h dès le lendemain. Ainsi, les délégués français déclarent enfin la fin de la guerre. En parallèle, Paul retourne à la base et découvre les soldats qui se réjouissent de la fin imminente de la guerre. À l'intérieur de l'établissement médical, il retrouve Jayden, gravement blessé aux jambes. Il semble qu'il ne marchera plus jamais. Jayden sort alors le foulard de Franz et révèle que le pauvre garçon a également succombé à ses blessures. Dévasté par la perte de son ami, Paul noue le foulard de Franz autour de son cou en guise d'hommage. Le cœur lourd, il se dirige ensuite vers la cuisine où il retrouve Stanislas. Ensemble, ils apportent de la nourriture à Jayden et lui fournissent une cuillère et une fourchette pour manger. Malheureusement, celui-ci, ne supportant pas de devenir handicapé, commet l'impensable avec cette même fourchette. Le lendemain, la nouvelle du cessez-le-feu officiel parvient aux soldats de la base. Alors que Paul se réveille, il retrouve Stanislas qui regarde par la fenêtre. Interrogé, Stanislas déclare que c'est le jour le plus paisible depuis son entrée en guerre car pour la première fois en 4 ans, il n'a pas entendu le moindre bruit de coup de feu. Afin de célébrer leur liberté retrouvée, les deux amis décident de voler une fois de plus dans la ferme. En cours de route, Stanislas dit avec enthousiasme qu'il a hâte de rentrer chez lui et de serrer fermement sa femme bien-aimée dans ses bras. Après un certain temps de marche, ils arrivent enfin à la ferme. Paul entre silencieusement à l'intérieur tandis que Stanislas monte la garde. Paul tombe sur des œufs de canard et les met dans sa poche, mais pendant ce temps, il est appréhendé par un jeune garçon qui convoque rapidement son père. Ce dernier se rend compte qu'il est à nouveau cambriolé.
Il saisit donc son arme à feu et ouvre le feu sur Paul. Par chance, les 2 soldats parviennent à s'en sortir indemnes. Une fois à bonne distance, ils cassent les œufs et les mangent à tour de rôle. Alors que Stanislas s'éloigne pour se soulager dans la forêt, le fils du propriétaire de la ferme apparaît soudainement par derrière et pointe son arme sur eux. La seconde suivante, Paul entend un coup de feu et se précipite alors vers Stanislas et le trouve blessé. La balle semble avoir pénétré la partie droite de son estomac. Horrifié, Paul ramène son camarade blessé à la base pour recevoir les soins médicaux. Mais malgré tous ses efforts, Stanislas décède tragiquement des suites d'une perte de sang excessive. Cela bouleverse Paul car il a maintenant assisté à la mort de tous ses amis. La guerre l'a complètement détruit. Plus tard, tous les soldats sont appelés à se rassembler dans la cour où le général Friedrich annonce qu'ils vont bientôt rentrer chez eux auprès de leur famille. Cependant, dans une tournure surprenante, Friedrich, poussé par son désir de victoire allemande, envisage une dernière attaque qui débutera à 10h45, juste avant le cessez-le-feu prévu à 11h. Il ordonne aux soldats de s'emparer du territoire avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, sans tenir compte des pertes en vie humaine que cela pourrait entraîner. Malgré leurs réserves, les soldats sont contraints d'obéir à ses ordres supérieurs. Dans la scène suivante, les soldats retournent à contre-cœur sur le champ de bataille et lancent l'attaque précisément à 10h45 conformément à l'ordre qu'ils ont reçu. Paul s'engage dans le combat, éliminant sans relâche autant de Français que possible. Au milieu du chaos, Paul vient en aide à une jeune recrue allemande, mais il devient la cible d'un soldat français. Paul et le soldat français tombent tous les deux dans un bunker. Alors qu'ils se trouvent en face à face, ils se figent un instant, espérant que l'horloge sonnera 11h. Cependant, leur rencontre est brusquement interrompue lorsqu'un autre soldat français poignarde mortellement Paul en plein cœur par derrière. Quelques secondes plus tard, la guerre est officiellement déclarée terminée et les voix des commandants criant « Cessez-le-feu » résonnent dans l'air. Avec ses dernières forces, Paul titube dans les tranchées, savourant la fin de la guerre avant de finalement succomber à ses blessures. Peu de temps après, la recrue allemande récemment arrivée que Paul a précédemment sauvée est chargée de récupérer les plaques d'identification des soldats tombés au combat. Alors que la jeune recrue s'acquitte de cette triste tâche, il tombe sur le corps sans vie et couvert de boue de Paul. En signe de respect, il prend le foulard de Franz et l'entoure autour de son cou. Cependant, la recrue choisit de ne pas prendre l'étiquette d'identification de Paul, ce qui fait que son décès n'est pas enregistré. Cela signifie que le courage de Paul restera à jamais inconnu dans les archives officielles.